Salut, ça va vous? En tout cas, moi, ça va super puisque regardez-moi ça, c'est mon manuscrit de thèse. Il est enfin ici, je vous en parle dans quelques instants, mais avant ça, bonjour à tous, comment allez-vous? Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé sur cette chaîne et en live sur Twitch. La raison, elle est simple. En ce moment, j'ai un peu du mal à trouver des invités déjà parce que j'ai pas trop le temps d'en chercher et puis j'ai un peu épuisé toutes les ressources de gens qui étaient motivés, on va dire faciles d'accès. Donc voilà, si vous êtes motivés pour faire un épisode de Sommes-nous vraiment tous des randoms, n'hésitez pas à me contacter, allez voir le concept. Dans les épisodes précédents de ce podcast, vous verrez, c'est super. Autre fait que j'ai un peu ralenti sur les podcasts, le stream, etc., et ben c'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, dont plusieurs, pardon, sur lesquelles je reviendrai en détail peut-être dans un autre épisode, mais là, on va dire, depuis juin, ce qui s'est passé, c'est donc j'avais la rédaction de la thèse, voilà, c'est l'épisode du jour, on va parler un peu de ma thèse, etc. J'ai, depuis fin août, début septembre, racheté une entreprise, donc l'entreprise de sextoy dans laquelle je travaillais. Voilà, je vous expliquerai tout ça plus tard. Et j'avais aussi l'événement de l'association dans laquelle je suis actuellement président qui avait lieu en octobre, donc c'était un peu la période de rush. Voilà, avec tout ça, plus le fait que je commençais une alternance dans oui, dans une école de commerce. Bref, tout ça fera l'objet d'un prochain épisode. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, petite rétrospective, pardon, de ma thèse. Je vous rappelle le concept de ces épisodes. Donc, on va dire, sommes-nous vraiment tous des randoms? C'est de la discussion à deux, etc. Et pour les épisodes où je suis solo, d'ailleurs, j'ai décidé de les appeler Mental of Steel. Je sais que ce n'est pas la bonne expression en anglais, mais ça me fait penser à Man of Steel et j'aime beaucoup. Et puis, on comprend quand même ce que ça veut dire. Donc voilà, littéralement, mental d'acier, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la thèse. Donc, comme vous le savez, c'est des podcasts sans coupure, etc. Donc là, par exemple, je vais prendre une petite gorgée. Hop, ça vous fait des petits temps de pause pour profiter de la vie. Bref, donc c'est parti, on y va. Avant de vous expliquer comment s'est passée la rédaction, etc., parce qu'en fait, ce qui m'a donné envie vraiment de faire un épisode sur ma thèse, c'est la rédaction. Voilà, la rédaction. Puis quand j'ai eu le manuscrit imprimé là, la semaine dernière, je me suis dit, ah ouais, faut quand même faire un truc. Au début, je comptais pas spécialement en parler de ma thèse, à part, enfin, des fois j'en parle dans les épisodes, etc. Mais je comptais pas faire un truc que sur ça. Mais pour parler du manuscrit, c'est quand même important de faire des explications, une petite rétrospective, etc. Donc, la thèse. Comment on arrive en thèse? Eh bien, tout simplement, on sort d'un master ou d'une école d'ingénieur. En tout cas, on sort généralement d'un niveau bac+5, quoi. Et puis, on peut commencer une thèse. Alors, c'est pas obligé que ce soit directement après son master. Il y en a beaucoup qui font des thèses après avoir déjà travaillé quelques années, soit par exemple en tant qu'ingénieur, soit avoir fait complètement autre chose et puis pour évoluer professionnellement et décide de revenir et de faire une thèse. Me concernant, je l'ai fait directement après mon master. Donc moi, j'ai vraiment un parcours entre guillemets classique, c'est-à-dire que bah voilà, après le lycée, je suis allé en licence de biologie. Après mes licences de biologie, je suis allé en master de microbiologie. Et après mon master de microbiologie, j'ai donc fait une thèse en microbiologie. D'ailleurs, ça me fait penser que tout ce que je vais dire aujourd'hui à propos de la thèse, ça concerne en fait les thèses en sciences et même plus spécifiquement les thèses en biologie et même plus spécifiquement ma thèse. Pourquoi je dis ça? Parce que en fonction des domaines, déjà, les thèses, c'est très différent. Les durées, ce qu'il faut faire pendant les années de thèse, etc., c'est complètement différent. Je sais par exemple qu'en droit, ça dure généralement plutôt au minimum 5 ans. Et puis, en fait, c'est une étude bibliographique. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Là où nous, c'est plutôt des expériences. Voilà, ça dure entre minimum 3 ans, mais généralement plutôt 4 ans. Donc voilà, c'est totalement différent. Et pourquoi je dis ensuite ma thèse, c'est parce que même au sein des thèses scientifiques et au sein des thèses en biologie, chacun vit sa thèse complètement différemment. Ça dépend déjà de la personne qu'on est nous-mêmes, de notre sujet de recherche, mais aussi de notre directeur de recherche. Bref, donc à la fin de mon master, j'ai commencé une thèse. Pour ma thèse, moi, j'ai réussi le concours de l'école doctorale.
Donc si vous voulez un peu plus d'infos sur les différents moyens d'accéder à une thèse, je vous invite à regarder les 4 premiers épisodes de Sommes-nous vraiment tous des randoms. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces 4 épisodes, il y a 4 doctorants différents. Donc sachez que doctorant et thésard, c'est la même chose. Donc en fonction du mot qui me vient en premier, voilà, ça va changer. Donc il y a 4 doctorants différents. Et chacun d'entre eux a accédé à la thèse d'une manière différente. Donc soit différents concours, enfin différents types de financements. Voilà, il existe des financements, on va dire, directs et des financements par concours. Voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir. Moi, me concernant, j'ai eu le concours de l'école doctorale, qui est, on va dire, la voie la plus connue, si on veut. Donc c'est après son master, voilà, on fait un concours, c'est un oral. On présente le projet de thèse et puis c'est un concours, quoi. Voilà. Et donc, je suis arrivé en thèse où je suis encore actuellement, enfin, en termes de localisation à Marseille. Et j'ai fait ma thèse avec un docteur qui s'appelle donc le docteur Eric Cascalès et qui est chez qui, pardon, j'avais fait des stages au préalable. Donc, très souvent, en fait, sa thèse, on l'a fait dans le stage où on fait, dans le laboratoire où on fait notre stage de Master 2. Mais j'avais déjà fait 2 stages avant ça encore chez lui et ça a super bien matché entre nous. Et d'ailleurs, je le remercie encore une fois grandement de tout ce qu'il a fait pour moi dans toute ma scolarité. Voilà. Et bon, je vous passe un peu l'école doctorale, tout ça, parce qu'on s'en fout. On va attaquer la thèse directement. Et donc, après ce concours, des petites vacances qui font du bien entre le master et la thèse. Et puis, en octobre 2020, j'ai donc commencé ma première année de thèse. Donc, à ce moment-là, il faut savoir que moi, j'étais ultra chaud. Encore à ce moment-là, je voulais vraiment faire de la recherche fondamentale plus tard, donc de la recherche dans le public. Je visais même pas chercheur, je visais carrément directeur de recherche, donc en gros chef d'équipe, quoi, si on veut. Parce que ce qui me passionnait, c'était voilà, vraiment plutôt créer les projets, manager les projets, que faire les expériences en soi. J'ai jamais été un grand fan des manips, on va dire. Et donc, voilà. Moi, c'était plus la partie réflexion, théorie, hypothèse, etc., que vraiment la partie pratique. Après, je savais que j'avais évidemment pas le choix de faire des expériences et de passer par là pour faire de la recherche et devenir directeur de recherche. Mais c'était c'était un peu la partie qui me plaisait le moins, quoi, vraiment, les expériences. Et donc, j'arrive en première année de thèse, ultra chaud, voilà, je fais le taf et tout. Au début, tout se passe plutôt bien, étonnamment. Donc, faut savoir qu'en biologie, eh ben, on va dire que on est confronté à l'échec très très souvent, pour ne pas dire tous les jours. Donc voilà, souvent les expériences, elles ratent parce que la biologie, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Il y a des choses que on ne peut pas anticiper. Il y a des résultats auxquels on s'attend et au final, on a complètement l'inverse et c'est super difficile de trouver des explications à ça, etc. Donc voilà, vraiment, des fois, c'est compliqué, mais étonnamment, au début, tout se passe bien et je suis vraiment sur les chapeaux de roue. Je bossais pas mal en première année. J'étais dans un environnement où c'est assez fréquent pour les thésards et c'est même surprenant des thésards qui ne vont pas travailler le week-end. Donc moi, j'y allais aussi le week-end. Il faut savoir qu'en thèse, on manage notre emploi du temps. Oula, j'ai eu peur, je croyais que ça n'enregistrait pas. On manage notre emploi du temps un peu comme on souhaite. Et du coup, voilà, moi, j'allais aussi travailler le week-end au début. Alors, moins que d'autres quand même, mais j'essayais de passer au moins tous les week-ends, faire des trucs, etc. Et puis, arrivé, on va dire, aux 3/4 de ma première année, commencent les échecs et quelques gros échecs, voilà. Sur les expériences, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, etc. Mais qui refroidissent quand même. Et puis surtout, c'est un peu le moment où je commence à me dire, est-ce que je veux vraiment faire ça? Alors pourquoi ça arrive à ce moment-là? Ça arrive à ce moment-là parce que... avant, quand on est en stage, il y a des choses qu'on réalise pas forcément ou différemment, puisqu'en fait, on est en stage, c'est des périodes quand même assez courtes, etc. En thèse, on a le temps de bien discuter avec les chercheurs, de bien être dans notre projet, de voir réellement à quoi ressemble la recherche.
Et je commençais à me dire, oulala, les expériences vraiment, tout ce qui est manip, etc., ça ne me plaît pas du tout. Et puis, est-ce que je veux vraiment faire ça de ma vie? Alors pourquoi je dis ça? Parce que la recherche fondamentale, le but, il n'y en a pas. Il n'y a pas de but en fait. Le but, c'est juste d'acquérir des connaissances. Et donc, il n'y a vraiment aucune notion d'application de nos recherches. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour imager mes propos. Un laboratoire pharmaceutique, ils vont faire des recherches dans le but de trouver un médicament qui guérit quelque chose. Ils savent qu'il y a une finalité, donc une application à leurs recherches. Nous, on fait les recherches en mode, ok, bon bah le projet, c'est essayer de voir, par exemple, ce que fait telle protéine ou ce que fait tel truc, ou alors euh, truc tout bête, voilà, recherche, un truc qui va peut-être plus parler de manière générale. Ok, ben comment le Covid infecte les cellules humaines et quelles sont les réactions du corps humain. Voilà, ça peut être un sujet de recherche fondamental. Et il n'y a pas réellement d'application, parce que c'est pas parce qu'on comprend le système qu'on va trouver un remède, par exemple, au Covid, etc. Mais c'est juste que c'est l'ensemble de toutes ces connaissances qui font qu'on a les informations qu'on a aujourd'hui, sur tous les sujets de manière générale, et qui fait qu'on peut creuser plus loin, premièrement, mais aussi trouver des applications à certaines choses. Et puis, il faut savoir aussi que la plupart, enfin en tout cas beaucoup de choses, et notamment les antibiotiques, bah, ça a été découvert à la base par la recherche fondamentale. Et puis ensuite, bah, une fois qu'on y a trouvé des applications et des intérêts, et ben, les gens ont commencé à creuser et à vouloir commercialiser tout ça. Donc voilà, ça c'était un peu la première chose. Et du coup, bah, la recherche fondamentale, moi, cette recherche de connaissances, c'est hyper intéressant, j'adore. C'est-à-dire que quand il y a des papiers scientifiques sur des sujets que je trouve super cool, je me dis waouh, trop bien et tout. Mais le temps qu'on met pour acquérir un tout petit peu de connaissances, vraiment un tout petit peu, il est si long pour tellement peu, alors que moi j'ai besoin de enfin, en même temps, on est au cœur de l'information, on est en première ligne, c'est-à-dire que sur mon propre sujet, euh, donc déjà, je suis la seule personne au monde qui connaît aussi bien mon sujet, puisque c'est moi qui ai travaillé dessus de A à Z, qui fait les manips, etc. Donc je suis vraiment au cœur, au pic, au summum des connaissances que je peux avoir sur mon propre sujet. Mais en même temps, bah, ça sert un peu à rien, en fait, dans le sens où bah, ça intéresse pas grand monde dans le monde, et c'est normal. C'est hyper cool d'avoir toutes ces connaissances. Mais voilà, ça sert pas à grand chose. Et puis, bah, ça coûte cher quand même de faire de la recherche. Pas à moi directement, mais au système. Et puis, ben, c'est long. Et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tout ce que j'ai fait? Enfin, en fin de première année, je commençais à me dire, est-ce que tout ça vaut vraiment le coup alors que, bah voilà, il y a des trucs qui marchent pas, etc. Et en fait, ce qui m'a un peu calmé, c'est qu'on a fait une manip qui a un budget assez conséquent. Et donc, on est en plusieurs milliers d'euros. Alors, ça va pas parler à certains parce qu'en fait, pour les laboratoires de recherche scientifique comme ça, c'est presque rien. Mais c'est les prix, c'est comme ça. Bref. Et je me dis, là, je réalise, je me dis, putain, je fais un truc, ça coûte cher, ça marche pas, on sait pas trop s'il faut le refaire, on comprend pas trop les résultats, on n'arrive pas trop à l'expliquer, nan 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 nan. Et voilà, ça me fait réfléchir. Et je me dis, mince, en fait, c'est peut-être pas ma voie, je suis peut-être en train de me gourer. Et puis, moi, à côté de ça, j'ai toujours eu cette fibre un peu pour la vente et le business. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé ma thèse, un peu pour arrondir les fins de mois, j'ai toujours fait un petit peu d'achat-revente d'objets de collection. Je bois une gorgée. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous ne voyez pas, donc je vous informe. Donc je disais, l'achat-revente, j'ai toujours kiffé ça. Et voilà, à négocier. Donc j'allais pas mal en fait dans les vides-greniers, acheter des trucs pour les revendre ensuite sur Internet. Donc des objets de collection pour lesquels j'arrivais à estimer la valeur, etc. Et je me dis, mince, est-ce que je me suis pas trompé de voie et tout. Le problème, c'est que j'arrive quand même à... Donc j'ai un engagement qui est un contrat de thèse qui est de 3 ans. Je viens de finir ma première année, donc ça veut dire que là, je suis déjà dans ma 6e et j'allais commencer ma 7e année d'études post-bac. Et je me dis, putain, est-ce qu'en fait, je suis pas... Enfin, comment je sors de là? Comment je sors de là? Et donc arrive la 2e année.
voilà. Et la deuxième année, c'est un peu, en tout cas, le début de la deuxième année, enfin, ouais, début, milieu de la deuxième année, jusqu'au moment où je réalise certaines choses que je vais vous expliquer. Un peu anxiogène. C'est-à-dire que, alors moi, je suis pas de nature stressée, etc., mais juste, je me sens pas à ma place. Je suis plutôt démotivé dans la thèse, etc. Et, euh, et du coup, bah, je me pose beaucoup de questions et je sais pas comment sortir de là. Vraiment, j'ai l'impression que je suis pris dans l'engrenage qui est l'engrenage de la recherche et qui est que, bah voilà, je fais ma thèse. Après, je fais un postdoc. Après le postdoc, j'essaye d'avoir un poste en recherche. Et puis ensuite, je fais de la recherche toute ma vie. Ce qui est le chemin de beaucoup de gens, en fait, autour de nous quand on fait une thèse. Parce qu'autour de nous, globalement, ce qu'on a, c'est bah, des chercheurs, ou en tout cas, ou des maîtres de conférences, ou des ingés, ou des choses comme ça, mais c'est des gens qui ont fait des études de bio, qui se retrouvent à travailler dans la bio, et pour ceux qui ont fait des thèses, bah voilà, ça va être chercheur, maître de conférence. Donc maître de conférence, c'est en gros un chercheur qui donne aussi des cours. Et, euh, et c'est vraiment deux trucs que je voulais plus, là. J'étais en mode, mince, en fait, c'est pas fait pour moi, comment je m'échappe de là? Et comme c'est des gens qui ont fait, on va dire, que ça de leur vie, ben, la seule vision et le seul point de vue qu'ils vont pouvoir nous donner, c'est par rapport à ce que eux ils ont fait, et éventuellement à certaines connaissances qu'ils ont. Et j'avais l'impression d'être bloqué, vraiment bloqué, et je me disais, merde, je peux pas m'échapper de ça, etc. Et là, il s'est passé deux choses. Premièrement, j'ai commencé à faire des recherches par moi-même, et j'ai commencé à discuter beaucoup avec les gens pour trouver des alternatives, trouver les portes qui pouvaient s'ouvrir à moi avec une thèse en sciences derrière. Et puis petit à petit, en creusant, en cherchant, en me renseignant et tout ça, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, une thèse, au lieu de nous enfermer, ça nous ouvre une multitude de portes. Voilà, c'est quand même pas rien, hein. C'est un diplôme qui, à la fin, enfin, c'est un bac plus 8. À l'international, c'est le plus haut diplôme d'études que l'on puisse avoir. Alors, ça veut pas dire qu'on est le meilleur ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que sur le papier, bah, c'est le plus haut diplôme qu'on puisse avoir. Et, et voilà. Et ça, je l'ai réalisé petit à petit, donc ça nous ouvrait beaucoup de portes. Et puis du coup, j'ai commencé à, petit à petit, dans cette deuxième année de thèse, à me dire, bon, peut-être ralentir un peu sur la thèse et essayer de me retrouver dans des... Enfin, comment dire? Prendre du temps pour bien chercher ce que je veux faire après. Et pour ça, encore une fois, je remercie grandement mon directeur de thèse qui m'a laissé vachement de liberté dans mon organisation, etc. Donc ça ne veut pas dire du tout que je travaillais pas, bien au contraire. Mais juste que, ben, si par exemple, je voulais prendre, bah, déjà il m'a laissé très libre dans mes horaires, donc je faisais un peu comme je voulais, mais si par exemple j'avais des rendez-vous pour aller à droite, à gauche, bah, il me laissait cette liberté-là, et donc ça c'était vraiment super. Et donc, avec tout ça, j'en arrive à la troisième année. Et la troisième année, je me dis, bon, bah, l'objectif, c'est très très rapidement d'identifier ce que je veux faire. Et j'avais une idée en tête, c'était faire une formation, donc un master spécialisé dans une école de commerce. Pourquoi? Parce que ça me permettait à la fois d'allier l'aspect business que j'adore, tout en valorisant mes compétences. Donc en fait, je m'explique, c'est un master spécialisé qui s'appelle le master spécialisé en innovation santé à Cage Business School. Donc ils ont plusieurs campus, mais moi en l'occurrence c'est à Marseille. Et, et cette formation, elle permet, en fait, pour pouvoir postuler dans cette formation, il faut avoir des études de biologie ou pharma. Donc, minimum bac plus 5. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont sortir d'études de pharmacie, il va y avoir des gens qui vont sortir d'école d'ingénieur, il va y avoir des gens qui vont sortir de master, et il va y avoir des gens qui vont sortir de thèse. Globalement, c'est les principaux horizons. Donc ça permet de quand même valoriser ses études en biologie, mais d'y voir tout un aspect business. Et le but de cette formation, c'est de nous montrer le panel de choses existantes dans les métiers un peu liés au business. Donc il y a tout, il y a de la finance, du marketing, de la stratégie d'entreprise, etc. Je ne peux pas encore tout vous dire là-dessus, puisque vous allez le voir, la formation, je la commence à peine. Donc je reviens à ma troisième année de thèse et je me dis, bah, je veux faire ça.
Donc ma troisième année de thèse, pour vous situer, donc actuellement, au moment où j'enregistre, on est précisément le 4 novembre 2023 et ma dernière année de thèse a commencé en octobre 2022, donc il y a à peine plus d'1 an. Et je me dis, ok, c'est parti, let's go, il faut que je trouve ma voie, c'est l'année, il faut que je me renseigne. Et qu'est-ce que je vois passer? Je vois passer un forum qui s'appelle le forum Biotechnosud, première édition à Marseille, le 20, ouais c'est ça, le 20 octobre 2022. Et je me dis, bah, c'est parfait, je vais m'inscrire à ce forum parce que le but de ce forum, c'était organisé par une association étudiante. Et en gros, pas leur slogan, mais en fait, leur objectif premier, c'était en gros de mettre en relation les étudiants du milieu académique, donc comme moi, avec le monde socio-économique, donc c'est plutôt les acteurs du privé, donc que ce soit pour faire de la recherche dans le privé, donc avec des domaines plutôt appliqués, donc comme je le disais au début, par exemple pour rechercher des médicaments ou différentes biotechnologies, des choses comme ça. Et surtout, nous montrer la diversité des acteurs qui existent, donc c'est-à-dire les différents types de métiers qu'on va pouvoir retrouver, et pour se rendre compte que en réalité, on n'est pas obligé de faire forcément de la recherche, on n'est pas obligé d'être toute notre vie derrière une paillasse à faire des manips. Et je me suis dit, c'est parfait, et en plus, il s'avère que je regarde les partenaires de cet événement, et je vois qu'il y a Kedge qui seront sur place pour présenter ce master-là, et je me dis, allez, c'est l'endroit idéal. J'y vais, je discute avec des gens et en effet c'est super. En plus de ça, j'ai pu récupérer des contacts, etc. parce que la formation à Kedge est en alternance. Du coup, il fallait un moment que je me fasse un réseau, on va dire, pour trouver une entreprise en alternance si je faisais cette formation. Et puis, trop bien, ça confirme tous mes doutes. Non, ça confirme tous mes doutes, non. Ça... Je trouve solution à toutes mes réponses, plutôt. Et je me dis, ok, c'est vraiment pas... Oh là là, je dis n'importe quoi. C'est vraiment ça que je veux faire. Et let's go. Donc, je m'inscris au master, etc. pour commencer à la rentrée 2023. Voilà, je fais les inscriptions, ensuite je fais mes recherches d'alternance, je trouve tout ça, etc. Encore une fois, tout ça a été rendu beaucoup plus simple grâce à l'organisation que j'ai pu avoir et à la liberté que j'ai pu avoir pendant ma thèse. Je rebois une gorgée. Et je me dis, en fait, trop bien. Et pour faciliter mes recherches d'alternance, mais pas que aussi parce que j'avais, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement accroché avec ce forum Biotechnosud première édition que je décide de rejoindre l'association, et en fait je l'ai rejoint en tant que président. Et donc avec toute l'équipe, on a organisé cette année, donc ça y est, c'est passé, c'était le 17 octobre 2023, la deuxième édition du forum Biotechnosud, qui s'est d'ailleurs très bien passé. Et voilà, le but, encore une fois, c'était de transmettre ça aux gens et aux étudiants plutôt, de leur faire comprendre que nos études, elles ne nous enferment pas dans quelque chose, elles nous offrent une multitude de portes. Le but, c'est pas du tout de leur dire « Regardez, vous pouvez changer de domaine, il n'y a pas que ça », c'est pas ça. Le but, c'est qu'ils aient toutes les clés en main pour faire le choix qui leur correspond le mieux, plutôt que de ressentir cette anxiété que moi, personnellement, j'ai pu ressentir à un moment. Et voilà, de donner toutes les clés, qu'ils aient toutes les cartes en main, comme on dit, pour faire le choix le plus adapté à leur situation. Bref, c'était la petite aparté. Et j'arrive sur la fin de aux 2/3, on va dire, de ma troisième année de thèse, que j'ai pris quand même beaucoup plus cool, parce que voilà, j'avais besoin de m'éloigner un peu de la thèse. Donc je faisais mon taf en thèse. Je finissais les choses qu'il y avait à finir pour raconter mes travaux. Parce qu'en fait, voilà, j'avais un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Et en fait, la dernière année, elle sert surtout à finir les petites choses qui manquent pour construire une histoire, raconter comment on a trouvé ce qu'on a trouvé. Donc, je vais vous dire n'importe quoi. Admettons que pendant vos recherches, vous découvriez un nouveau... je sais pas moi, une nouvelle forme de nuage, je dis n'importe quoi, et vous devez raconter si votre thèse a été comment vous l'avez identifié, comment vous avez
quelles études vous avez fait pour le caractériser, ce nuage, quelle forme il a, quelle couleur il a, dans quelles conditions ce nuage apparaît, est-ce que c'est un nuage qui annonce la pluie, j'en sais rien, des choses comme ça. Et ben c'est ça le projet. Et ben en biologie, là, c'était un peu pareil. Donc moi, pour faire très très simple, je travaillais sur une petite arbalète bactérienne sur laquelle je reviendrai un petit peu plus en détail juste après. Et donc en fait, on a nos bactéries. Oui, d'ailleurs, si vous écoutez le podcast en version audio seulement, peut-être moins ouf pour cet épisode, je suis désolé de vous le dire, parce que je risque de faire des mouvements avec les mains, je vais montrer 2-3 petits trucs après. Je vais quand même faire en sorte que ça soit le plus compréhensible juste avec l'audio, évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur YouTube plutôt pour avoir l'image en plus et vous permettre de mieux comprendre. Donc je disais, je travaille sur une petite arbalète bactérienne. Donc si on a une cellule, donc ici par exemple un rond comme je représente avec mes mains. Donc ça, admettons que c'est une bactérie, et ben à l'intérieur là de son corps, elle a une petite arbalète qui lui permet de tirer sur d'autres bactéries. Et pourquoi elle fait ça ? C'est un peu comme nous, quand les humains, on se fait la guerre pour des raisons de territoire ou de choses comme ça, les bactéries, elles font pareil. Et elles ont besoin de coloniser des territoires pour vivre. Leur but aux bactéries, c'est juste de proliférer, donc de croître et d'avoir le plus de descendants, si on veut, possible. Et pour ça, elles colonisent des territoires où il y a des nutriments pour se nourrir, de l'énergie de manière générale, des choses comme ça. Et l'équipe dans laquelle je travaillais avait pour but de caractériser au mieux cette arbalète. Donc ça fait des années et des années qu'ils travaillent dessus. Hein. On est quand même une équipe sur ce sujet-là qui fait partie des meilleurs au monde. Hein. En même temps, il n'y a pas 100 000 personnes non plus qui bossent dessus. Mais on est une équipe, une assez grosse équipe à temps plein sur ce sujet. Et du coup, ça fait qu'on avance pas mal. Et moi, je devais m'occuper d'une petite partie de toute cette arbalète. Sur lequel je reviendrai juste après quand je vous parlerai de la rédaction, etc. Bref, donc je finissais pendant la 3e année mes petites manips qui restaient, des choses comme ça. Et puis, on va dire aux 2 tiers de l'année, donc c'est-à-dire quand je suis arrivé en juin, il fallait commencer à rédiger ma thèse. Parce que, donc comme je disais au début, une thèse c'est 3 ans. Moi, je n'avais pas prévu d'en faire 4. Donc pour en faire 4, il faut demander des financements, etc. Donc je n'avais pas prévu, puisque je voulais... voilà, la thèse, ça y est, pour moi, c'était 3 ans. Je voulais en finir avec ça, passer à autre chose. Donc j'avais pas de raison d'en faire 4. Et donc j'ai commencé la rédaction en juin, à plein temps. Et j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur parce que quand on se dit, ok, là c'est le moment où en gros il va falloir partir pas de rien, mais de pas grand-chose de déjà écrit, et finir avec un pavé de 300 pages comme celui-ci, là. Ça fait peur. Ça fait très très peur. On met toujours un peu de temps à se lancer. On se dit mince, par où je démarre. Et puis on fait des plans. Ensuite on fait un plan détaillé. Ensuite on commence à rédiger. Enfin, on fait tout pour éviter un peu le truc, j'ai l'impression. Mais moi je m'y suis mis malgré tout assez vite, parce que j'avais des deadlines obligatoires à respecter. Donc là c'est juste des histoires administratives. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait compliqué et inutile à expliquer. Mais voilà, j'avais des deadlines à respecter pour ça, et je savais que je pouvais pas rendre ma thèse avant, en gros, début octobre... que je pouvais pas la rendre après début octobre. Et du coup, il fallait que ça soit fini avant, sachant qu'au milieu, il y a l'été, que l'été... Donc moi cet été, j'ai pas vraiment pris de vacances du coup, mais... mon chef qui s'occupe de faire certaines corrections sur ma thèse, et c'est normal, a pris des congés, donc ça enlève aussi quelques périodes où en fait il peut effectuer les corrections, etc. Alors ça m'empêche pas de travailler parce qu'il y a plein de choses à faire au moment de la rédaction, mais voilà, il y avait plusieurs choses à prendre en compte, et je me suis dit, mince, en fait il y a un moment, il n'y a pas le choix, faut que je m'y mette, et je m'y suis mis plutôt à fond au début parce que j'avais la pression, et en fait le fait de m'y mettre à fond, je me suis dit, ah mais ça va le faire, je vais être dans les temps parce que j'ai réussi à bosser efficacement. Donc pour rédiger, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené tout mon matériel chez moi, j'étais en télétravail, et
J'étais tout seul, mais je bossais beaucoup plus efficacement comme ça parce que je me rendais compte qu'au laboratoire, on finit tous par discuter avec des gens, etc. Et en fait, je perdais du temps pour rien. Et puis, c'est surtout que je voulais avoir des horaires un peu... Voilà, moi, je suis quelqu'un du matin, donc j'aimais bien me lever assez tôt, me mettre directement au travail, quitte à finir ma journée d'écriture un peu plus tôt et pouvoir profiter de, on va dire, ma fin de journée. Mais je voulais aussi pouvoir, si d'un coup le soir j'ai un élan d'inspiration, avoir tout le matériel pour réécrire chez moi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que je travaillais. Alors, je me forçais à travailler la plupart du temps, puisque bon, voilà, pas le choix. Mais quand j'avais des élans d'inspiration, que ce soit le week-end, le soir, la nuit ou quoi, eh ben, j'écrivais. Et ça, je pense que c'est cool parce que quand on a la motivation et qu'on n'a pas le matériel, par exemple, pour faire un truc, eh ben, ça peut nous bloquer et pas ouf. Et là, au moins, j'avais tout le temps le matériel avec moi, puisqu'il était chez moi, et du coup, j'ai pu écrire. Le matériel, c'est un ordi, hein, voilà. Globalement, c'est ça. Hein. C'est un ordi, mais sur lequel il y a toutes mes données de thèse. Et donc, cet été, la rédaction, la rédaction, la rédaction. Donc, comment ça se structure une thèse globalement? Il faut savoir qu'en fonction des pays, à chaque fois, il y a des, il y a des, il y a des situations particulières. En fonction des pays, les formats de thèse sont différents complètement, donc les temps de thèse, etc. En fonction du domaine, encore une fois, comme je le disais, donc une thèse littéraire, ça va pas du tout être la même chose. Une thèse en maths, ça va pas être la même chose. Une thèse, voilà, donc en biologie, on a un format particulier. Et même en biologie, en fonction de certains domaines, on n'a pas tout à fait les mêmes formats non plus. Donc là, je vais vraiment vous parler d'une thèse de biologie fondamentale axée microbiologie. Voilà, globalement c'est l'idée. Après, dans la biologie de manière générale, ça change pas trop non plus, mais disons qu'il peut y avoir des thèses dans lesquelles il y a des brevets, donc s'il y a des brevets, il y a certains trucs à expliquer. Si on développe une technique, nana, bon bref, ça peut un petit peu varier, mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Ça se structure en, je vais dire, 3-4 grandes parties. La première partie, c'est l'introduction. Donc l'introduction, on doit faire un bon état de l'art. Donc un état de l'art, c'est en gros une remise en situation, une remise en contexte de notre sujet. Qu'est-ce qui existe sur notre sujet? Quelles sont les connaissances qu'on a actuellement? Et ça, ben, me concernant, j'ai dû parler de 2 choses dans cette introduction. Premièrement, la petite arbalète dont je vous parlais un peu plus tôt. Et deuxièmement, des mécanismes de positionnement. Donc là, je vais faire très vulgarisé, mais vos bras, ils sont à un endroit dans votre corps. S'ils sont à un endroit dans votre corps, il y a une raison. Et ce qui fait que chez 99,9% les bras des gens sont positionnés au même endroit, ben, il y a une raison. C'est qu'il y a des mécanismes de localisation qui sont mis en place, donc nous, par nos cellules, pour faire ça. Chez les bactéries, on s'est rendu compte, enfin chez la bactérie sur laquelle je travaillais, on s'est rendu compte que la petite arbalète, elle se positionnait pas non plus n'importe où dans la cellule. C'est vraiment pour vulgariser. Hein. Mais bah, si je refais la cellule avec mes mains, donc pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il faut imaginer un espèce d'ovale, et ben très rarement, l'arbalète se mettait au centre. Elle se mettait plutôt sur les côtés. Ok ? Donc ça veut dire que si on prend un ovale, bah, on n'est pas dans la partie centrale de l'ovale, mais on est plutôt sur les côtés. Donc si je mets ma petite arbalète, par exemple, elle est là, mais pas au centre ici, ou sinon de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour imager. Donc je le disais, j'ai dû dans un premier temps dire tout ce qu'on connaissait sur cette petite arbalète, et dans un second temps expliquer un peu les mécanismes de localisation qui existent pour les différents systèmes chez les bactéries. Parce qu'évidemment, nous, on s'intéresse à la petite arbalète, mais il y a plein d'autres mécanismes qui doivent être localisés spécifiquement. Par exemple, encore une fois, c'est pour vulgariser, mais les bactéries peuvent avoir un flagelle. Un flagelle, c'est un petit moteur qui leur permet de se déplacer. Elles peuvent en avoir un ou plusieurs. Et en fait, il doit être placé au bon endroit pour pouvoir se déplacer efficacement. Si par exemple je prends un bateau
et que le moteur, je le mets pas... Donc imaginez un bateau, un Zodiac, là, vous savez, les trucs gonflés, là, avec les boudins et tout. Si le moteur, je le mets pas à l'arrière, mais que je le mets sur les côtés, le bateau, il va avancer bizarrement et pas dans la bonne direction. Bah, pour la bactérie, c'est pareil. On essaye que, pour faire simple, le flagelle soit plutôt à l'arrière de la bactérie plutôt que sur les côtés, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Et pour ça, ben, il y a des mécanismes qui existent pour bien positionner le flagelle, donc le petit moteur, de la même manière qu'il y a des mécanismes qui existent pour bien localiser la petite arbalète dont je vous parle depuis le début. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième partie dans une thèse, c'est la partie des résultats. Et donc là, c'est une partie dans laquelle on parle de tous les résultats qu'on a obtenus, sachant qu'il faut que pendant la thèse, on ait au moins un article scientifique en premier auteur. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire juste après une superbe gorgée. Un article en premier auteur, un article scientifique donc, c'est un article sur lequel on est la personne qui a le plus travaillé. Quand il y a différents auteurs, ce qui est tout le temps le cas, hein, pratiquement, on est classé sur l'article. Les noms des auteurs, c'est le classement, en fait, de la quantité de travail apporté en termes d'expérience. Ce qui veut dire que le premier auteur, c'est celui qui aura fait la majorité des expériences de l'article. Voilà, c'est pour faire simple encore une fois. Et du coup, il nous faut un article en premier auteur, ça veut dire un article sur lequel toutes les expériences qui sont dans l'article correspondent à la majorité de notre travail à nous et pas du travail de quelqu'un d'autre. Donc les résultats, ça représente 7 articles scientifiques pour lesquels on est obligé d'en avoir au moins un. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui en ont plusieurs, voilà, pour faire simple. Et tous les résultats complémentaires qui ne sont pas forcément dans cet article, ils n'y sont pas forcément parce qu'ils peuvent correspondre à une deuxième histoire, par exemple, ou à un autre projet qu'on n'a pas forcément eu le temps de terminer, ou alors ils peuvent correspondre à la suite du projet, voilà, c'est pas forcément fini. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, c'est-à-dire qu'on met jamais tout dans notre article, parce que le but, c'est de raconter une histoire, qui est une logique, et en fait... pas tout est adapté à aller dans un article. Et puis pareil, la thèse, c'est aussi le moment, la section résultats de la thèse, c'est aussi le moment pour parler des choses qui n'ont pas forcément marché, qu'on a essayé mais qui n'ont pas marché, essayer d'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, des choses comme ça. Donc voilà, il y a toute cette section de résultats. Ensuite, il y a une section de discussion. Donc là, c'est pareil, je vous fais dans les grandes lignes, mais en réalité, par exemple, la section résultats et la section discussion, elles peuvent être mélangées. Vous allez voir pourquoi, parce que la discussion, le but, c'est de discuter nos résultats. C'est-à-dire de dire pourquoi j'ai obtenu ça ou pourquoi j'ai pas obtenu ça, à quoi je m'attendais, essayer de comprendre les limites de certains de nos résultats, d'essayer d'envisager ce qui aurait pu être fait pour que les choses marchent, pour trouver des solutions. Et donc en fait, plutôt que de le faire dans deux parties séparées, donc d'abord de donner nos résultats de manière brute et puis ensuite de les discuter, on peut un peu tout mélanger pour donner par exemple un premier résultat et dans le même paragraphe, discuter ce résultat et puis ça évite de perdre le fil, on va dire. Et la dernière partie, c'est la partie donc un peu des conclusions et des perspectives. Donc là, c'est essayer de voir plus loin dans la thèse, de voir what's next en gros, donc qu'est-ce qu'il y a ensuite sur ce projet, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il restera à faire, qu'est-ce que ça ouvre comme porte, ou qu'est-ce que ça a fermé éventuellement, puisque c'est aussi une conclusion. Et puis c'est aussi le moment de revenir un peu de manière brève sur ce que nos travaux ont apporté en termes de connaissances. Et donc, moi en l'occurrence, par exemple, pour faire simple, c'est voilà, mes travaux ont montré un nouveau mécanisme de positionnement de cette petite arbalète. Et voilà ce qu'on sait actuellement. Et voilà tout ce qui resterait à découvrir pour justifier ou non certaines hypothèses qui ont été faites durant ma thèse. Donc ça, c'est globalement comment se construit une thèse. Après, autour de ça, il y a évidemment des sections, mais qui sont pas des sections
d'écriture, c'est-à-dire qu'il va y avoir toute la partie des références qu'on a, hein. Donc, dans une thèse, il y a énormément de références. Moi, pour vous donner une idée, par exemple, il y a 30 pages de références dans ma thèse, sachant qu'il y a, je sais pas, une quinzaine de références par page, un truc comme ça. Donc, c'est tous les articles qu'on a lus et qu'on a cités comme preuve pour affirmer certains de nos propos. Donc, la plupart des références sont bien sûr dans l'introduction, puisque l'introduction, c'est l'état de l'art. Et après, il y a bien sûr toutes les sections comme bah, les remerciements, voilà, il faut faire un résumé, certaines parties obligatoires, on va dire administratives, des choses comme ça. Et bien sûr aussi, il y a toutes les figures. Donc les figures, elles représentent quoi? Elles représentent soit des schémas ou des résultats qui illustrent certains de nos propos, ou alors bah, directement les images des résultats obtenus pendant la thèse. Donc voilà, c'est on va dire les deux grandes catégories de figures qui peuvent exister. À la fin, on met tout ça en page, pouf, on imprime et ça fait une thèse. Donc ça, c'est une thèse, on va dire, classique. Et puis, bah, pour ceux qui ont déjà écouté certains de mes épisodes ou pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai un petit défaut, c'est que déjà, j'aime pas faire comme tout le monde, voilà, faut le savoir. Et j'aime bien me lancer des défis. Et puis surtout, j'ai envie de marquer l'histoire à ma façon avec des petits impacts un peu nuls parfois. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que je sois le premier à faire quelque chose de ouf. Et il y a quelques années, je crois que c'était en première année de thèse, un moment en rigolant avec mon chef, on s'est dit, mais une thèse, en fait, est-ce que ça serait pas adapté pour être écrit un peu à la façon des livres dont on est le héros? Vous savez, ces livres dont vous êtes le héros, malheureusement, là, j'en ai pas chez moi. Non, j'en ai pas. C'est des livres où, ben, par exemple, on lit le premier paragraphe et ça dit bonjour, vous êtes un aventurier. Oui, ça dit pas bonjour, mais voilà, vous êtes un aventurier et puis vous allez devoir partir à l'aventure parce que votre frère a été capturé. Avant de partir, vous avez le choix entre plusieurs équipements. Qu'est-ce que vous choisissez de prendre? Et en fonction de ce que vous prenez, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez le choix entre une épée et un arc. Bah, si vous prenez l'épée, on vous dit allez au paragraphe 12, et donc tous les paragraphes sont numérotés. Et si vous prenez l'arc, allez au paragraphe 54. Et du coup, l'histoire se déroule différemment en fonction de vos choix. Et donc, pourquoi on s'est dit qu'une thèse s'était adaptée? Et bah parce qu'en fait, les résultats, on a dû faire des choix, nous, pour avoir les résultats à un moment. C'est-à-dire que, en fonction de nos connaissances, on a dû se dire ok, bah maintenant, je peux faire telle manip, ou ne pas faire telle manip et telle manip. Et à chaque fois, on avait des raisons, les pour, les contre, etc. Et donc, on s'est dit, ah, ça pourrait être drôle. Et j'ai été un peu con, et j'ai répété que j'allais le faire toute ma thèse, au point que je m'en suis convaincu. Et encore une fois, je remercie mon chef qui était complètement partant pour cette idée de fou. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai deux versions de ma thèse. J'ai une version classique, donc écrite dans l'ordre. Et j'ai une version qui est celle-ci. En fait, bon, la couverture, c'est exactement la même entre les deux. Mais où, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des... Enfin, pour ceux qui voient, il y a des numéros de paragraphes. Et à chaque fin de paragraphe, en fonction des choix que vous faites, je vous dis d'aller à telle page, voir tel paragraphe. Et donc, j'ai créé en plus des résultats, etc., donc de toute la science qui, elle, est écrite dans le format classique et obligatoire, hein, parce qu'en fait, c'est quand même une évaluation de mes travaux de thèse, il y a aussi une partie fiction. Et le problème, c'est que pourquoi j'ai fait une partie fiction? C'est parce que, comme je le disais juste avant, la partie, la méthode d'écriture dont on est le héros, elle est bien adaptée à la partie résultat, mais il a fallu l'adapter au reste parce que je voulais pas écrire juste la partie résultat de la thèse comme ça. Je voulais que toute la thèse soit comme ça. Et en fait, une introduction, on fait pas forcément nous. Enfin, c'est pas nous qui faisons les choix, vu que on dit les connaissances qui existent déjà. On fait un résumé des connaissances sur le sujet. Et du coup, je me suis dit que ça allait être l'histoire d'une petite bactérie qui veut partir en guerre dans le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toutes les bactéries qui vivent dans nos intestins. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a plus de bactéries que de cellules dans le corps.
Et elle voulait partir coloniser le microbiote intestinal, et du coup, elle avait besoin de s'équiper d'une arme, justement. Et quoi de mieux que cette petite arbalète? Donc, pour vous montrer tout simplement, alors attendez, je trouve la bonne page parce que c'est pas la première, mais voilà. Au début, il y a écrit, donc c'est en anglais, donc je vais traduire. Euh, si vous étiez, si, pardon, j'arrive même plus à parler. Si vous étiez sur le champ de bataille du microbiote intestinal, donc après, voilà, c'est de la fiction, voilà, pendant le Moyen-Âge microbien, quel équipement préféreriez-vous utiliser? Et donc, on a le choix entre une épée bactérienne, une micro-arbalète, ou bien dire pas d'armes puisque je suis pacifique. Et puis par exemple, si vous prenez le choix je suis pacifique, là je dis d'aller à la section 48, donc qui est page 49. Hop. Donc si je vais à la page 49, je... hop. En fait, on peut pas choisir qu'on est pacifique parce que ça m'arrange pas dans l'histoire, et du coup ça nous amène directement à la conclusion de la thèse. Voilà. C'est des petits trucs comme ça que j'ai fait. Et l'avantage de créer cette fiction, c'est que ça m'a permis de raconter toute l'introduction, la conclusion, enfin toutes les différentes parties de cette manière. Alors, ce qui se passe, c'est que, au cours de l'introduction, c'est l'histoire d'une bactérie qui va choisir à s'équiper, et pour choisir à s'équiper, du coup, elle va avoir besoin d'infos sur l'arbalète, par exemple. Et donc, hop, on a toutes les infos. Et puis ensuite, bon, je vous passe les détails, mais elle se rend compte que, très bien, elle a l'arbalète maintenant, mais elle n'arrive pas bien à l'utiliser parce que elle la prend pas bien, elle la place pas bien. Vous voyez, c'est comme si je vous donne un fusil et que vous savez pas comment l'utiliser. Si vous avez jamais eu d'explication, je pense que c'est bête, hein. Mais on donne un fusil à un singe, je suis pas sûr qu'il le prenne dans le bon sens, par exemple. Et là c'est pareil. Et du coup, hop, on arrive sur comment on positionne l'arbalète dans la bactérie. Des choses comme ça. Et puis hop, on arrive au résultat. Et puis hop, la conclusion et perspective, etc. Et donc tout ça fait que, grâce à cette petite fiction, j'ai pu faire la thèse de cette façon. Et donc j'ai les deux formats qui existent. Parce que bon, ça reste quand même des travaux qui vont être évalués. Et j'ai envoyé ça à mon jury qui en tout cas, j'ai pas eu encore tous les retours de mon jury, mais les premières impressions sont qu'ils sont assez contents de cet effet de surprise et de ce côté un peu différent. Et donc ça m'a fait grandement plaisir parce que ça m'a demandé du temps supplémentaire, mais c'était drôle à faire. Et puis surtout, alors il faut savoir que chaque thèse est unique puisque chaque thèse parle d'un sujet différent, de travaux différents, etc. Et puis elle est écrite de manière différente. Mais globalement, les gens respectent toujours les mêmes règles. Et du coup, je suis quand même content d'avoir la première thèse au monde qui est la thèse dont vous êtes le héros. C'est à la fois un livre dont vous êtes le héros, donc c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'il faut quand même des connaissances scientifiques pour lire la thèse, mais je veux dire, c'est presque un loisir, c'est un livre de fiction, quoi. On peut presque le lire pour le plaisir. Je bois une gorgée. Et du coup, voilà, je trouvais ça cool de faire ça. Et ça s'arrête pas là, puisqu'en fait, comme je suis un peu con, comme je le disais juste avant, un moment pendant ma thèse, j'ai réalisé que, en fait, encore une fois, tout a commencé parce que mon chef, il voulait qu'on fasse une maquette. Un moment, donc à la base, c'était en pâte à modeler de notre système. Donc la fameuse arbalète sur laquelle on travaille. Je vous la montre en image. Attendez, je vais chercher une page dans le manuscrit pour ceux qui regardent la vidéo. Et pour les autres, je ferai une petite description. Alors le problème, évidemment, c'est que comme toutes les figures sont dans le désordre. Ah bah là. Là, c'est pas mal. Donc en gros, on va s'intéresser à... hop, voilà, on va s'intéresser à cette arbalète-là. Et donc, il faut imaginer que ici, c'est un peu la peau de la bactérie, quoi, si on veut. À vrai dire, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, l'arbalète, elle est constituée, oula, un peu galère, d'une pointe ici. Donc, c'est un peu le pic de la flèche. Hop, en bleu ici, c'est une espèce de gaine donc, qui pourrait être comparée à un caoutchouc. Et à l'intérieur, en noir, c'est la flèche. Et en fait, la gaine, elle est connectée à la flèche
comme un élastique. Je sais pas si à l'école vous avez déjà fait ça, de prendre un stylo, de le mettre dans un élastique et de tirer. Bah là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une gaine élastique dans laquelle il y a une flèche. Au bout de la flèche, il y a un pic. Et puis, ben, quand la partie élastique se contracte, ça propulse la flèche. Et il voulait faire une maquette de ça parce que c'est un truc assez visuel qu'on peut réaliser assez facilement. Et il voulait qu'on fasse un peu un stop motion du système, de tout l'assemblage de ce système, parce que ça s'assemble pièce par pièce. C'est comme si vous achetiez une arbalète ou un harpon ou un arc en pièces détachées. Et que, bah voilà, faut prendre les pièces en bois, les assembler, ensuite mettre la corde, mettre la flèche, nanani, nanana. Et donc tout ça, globalement, l'assemblage, on le connaît bien, et il se disait, on va faire un stop motion en pâte à modeler et tout. J'avais essayé, j'avais commencé à le faire, le truc en pâte à modeler, mais j'étais plutôt chaud. Et en fait, c'était dur. Franchement, c'était galère. Et puis, pâte à modeler, compliqué. Vraiment compliqué. J'y arrivais pas, en fait. J'ai fini par abandonner. J'avais fait pas mal de pièces, mais j'ai fini par abandonner. Et pendant mon Master 2, donc avant ma thèse, c'était la période du Covid. Et donc j'étais chez moi, je pouvais, enfin comme tout le monde, là, j'étais bloqué. Je pouvais un peu travailler et tout, mais quand même moins que si j'étais au laboratoire. Et je me suis dit, et si je faisais une maquette du type 6 en Lego? Voilà, faut savoir que moi j'adore les Lego, j'en ai plein chez moi. Si vous regardez les autres épisodes, vous verrez que dans le décor, très souvent il y a des Lego. Et, et j'ai téléchargé un logiciel et j'ai commencé à faire la maquette et tout. Et la maquette était bien, mais elle était pas optimisée en fait. J'avais la maquette sur l'ordi, je m'en servais des fois pour mes présentations et tout parce qu'elle était jolie. Mais en fait, elle n'était pas vraiment réalisable en vrai. C'est-à-dire que si j'achetais les pièces, ça aurait pas été fou. Et puis pour ma thèse, je me suis dit, j'ai quand même envie de déjà remercier mon directeur de thèse, certains membres de mon équipe qui m'ont beaucoup aidé, et puis même mon jury, etc., qui vont évaluer mes travaux. Et je me suis dit, ça pourrait être cool quand même d'offrir une mini maquette, une version mini de cette arbalète. Et ben, du coup, j'ai repris le logiciel, j'ai recommencé du début, j'ai travaillé sur une version plus miniature, etc. Et puis j'en suis arrivé à ça. Et donc ça, c'est plus ou moins exactement à quoi ressemble le système de sécrétion de type 6, donc la petite arbalète. Donc la partie en bleu ici, là, donc en haut, c'est ce qu'on appelle le complexe membranaire. Donc en fait, la membrane, c'est un peu la peau, si on veut, de la bactérie. Et ça, c'est nécessaire parce que, pour faire simple, si la flèche elle est tirée à travers la bactérie, et ben elle se fait un trou dans elle-même. Avec ce système, ça lui permet de... Encore une fois, c'est pour faire simple. Hein, ça lui permet de faire une ouverture dans sa membrane, donc dans sa peau, pour que la flèche, elle passe sans que la bactérie s'endommage vraiment, en quelque sorte. Hop, si j'enlève cette partie-là, vous voyez, à l'intérieur, il y a la petite pointe de la flèche, comme ça. Ensuite, tout le système, tout le reste ici en jaune, c'est un truc qu'on appelle la plateforme d'assemblage ou la base plate en anglais. Et bon, c'est ce qui permet, plateforme d'assemblage, c'est ce qui permet l'assemblage du système. Je vous passe un petit peu les détails, c'est pas le plus important. Et puis ensuite, on a la gaine ici en bleu, exactement de la même manière que c'était représenté sur l'image précédemment. Donc c'est la gaine en caoutchouc. Évidemment, ici c'est en Lego, donc c'est en dur, ça ne se contracte pas. À l'intérieur, si je démonte... Alors, attendez, merde, j'ai tout cassé. Hop, il y a la petite flèche, donc en noir, comme sur le schéma de tout à l'heure. Et puis en bas, là, ce que vous voyez, cette espèce de petite araignée, là, avec des bras qui bougent de couleur rouge. C'est ça qui permet d'assembler le système. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quand même un élément important, et du coup, je comptais le mettre. Et donc, je trouve ça cool parce que je m'en suis évidemment fait un aussi pour moi-même. Et ça me permet d'avoir une petite maquette en Lego de mon système sur lequel j'ai travaillé et du coup d'avoir un souvenir de ma thèse. J'arrive plus à le remettre. Bref, je le remettrai après. Mais ça me fait voilà, un petit souvenir de ma thèse et puis ça me fait un petit cadeau à offrir vachement sympa.
pour ma thèse. Et donc ça aussi, évidemment, le design et tout, c'est moi qui l'ai fait, et donc ça m'a pris du temps. Mais là, je suis content et honnêtement, j'étais pas peu fier quand j'ai reçu la thèse imprimée, que j'ai reçu il y a quelques temps les maquettes de Lego que j'ai pu monter moi-même, etc. Je me suis dit, qui peut s'asseoir à ma table et avoir à la fois une thèse, mais une thèse dont vous êtes le héros, et avoir une maquette de son système en Lego. Voilà, dites-le moi, je vous attends. Ma table est libre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une chaise et qu'elle est pour moi. Je suis désolé de vous le dire, merci à vous. Voilà, un peu de prétention dans ce monde, ça fait jamais de mal. Non, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai eu les ambitions de réaliser quelque chose de différent, de nouveau et de plus compliqué, parce qu'il faut savoir qu'une thèse à rédiger, c'est quand même, comme je disais, hein, elle fait 300 et quelques pages, donc c'est fat. Et de se rajouter ce challenge-là en plus, c'était quelque chose. Hein. Imaginez, il y a au total 127 sections différentes, donc c'est-à-dire 127 paragraphes sur lesquels on peut aller, etc. Et tout ça, il a fallu les mettre dans le désordre, les organiser, enfin les organiser dans le désordre, c'était un peu bizarre à dire. Mais voilà, mettre aussi sur la version PDF, donc la version informatique, tous les liens pour gagner du temps, plutôt que d'avoir à scroll, etc., d'un paragraphe à l'autre, et que tous les liens arrivent au bon endroit et tout ça. Donc c'est du travail en plus, et c'est pour ça que j'en suis pas peu fier. Et maintenant, ça y est, c'est fait, c'est imprimé, donc j'étais tellement content de l'avoir, je me suis dit podcast, voilà. En réalité, je l'ai reçu il y a une semaine, là, un peu plus d'une semaine. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ce podcast avant. Mais voilà, je le fais maintenant. Et du coup, qu'est-ce que c'est la suite? Et bien la suite déjà, c'est que la thèse là, c'est pas 100% fini parce qu'une fois qu'on a imprimé notre thèse, elle est évaluée par notre jury. Donc là, actuellement, mon jury est en train, enfin actuellement, en ce moment, dans cette période, ils sont en train de lire et d'évaluer mes travaux. Ils vont faire en gros un rapport sur ces travaux. Et puis ensuite, je devrais défendre mes résultats, donc ce qu'on appelle la soutenance de thèse, la défense. Donc je vais présenter mes travaux sous forme de présentation orale de 45 minutes environ. Et puis derrière, il y a une discussion scientifique avec le jury. Donc c'est le moment où le jury pose ses questions, fait des remarques sur le manuscrit, etc. Et ça permet d'échanger, de clarifier certaines choses, de donner des idées pour les expériences dans le futur et tout ça. Mais il faut savoir qu'on est quand même à un niveau d'étude où, depuis le début, je dis que c'est une évaluation, mais c'est pas une évaluation où on est devant, enfin, quand on est en cours et qu'on est devant une feuille et qu'on a tous la même évaluation, etc., là, c'est pas pareil, c'est vraiment plus un... Ils regardent que scientifiquement tout soit correct, mais après, globalement, si on fait bien sa thèse, généralement, tout se passe bien. Et la discussion, donc pour la soutenance, la discussion avec le jury, c'est vraiment un échange. Ils sont pas là pour nous détruire, en fait. Ils sont pas là à nous poser des questions ultra compliquées, essayer de nous piéger et tout ça. Non, non, c'est vraiment un partage. C'est eux, ils vont apporter leurs connaissances, nous demander si... ce qu'on aurait fait dans telle ou telle situation, etc. Ils sont là pour voir si on est capable de réfléchir et tout ça, mais la réalité, c'est que souvent, c'est hyper enrichissant, et en fait, donc la discussion dure en moyenne 3 heures. Donc les soutenances, enfin, pardon, la soutenance totale dure en moyenne 3 heures, donc ce qui fait que la discussion dure environ 2 heures. Et en général, hein, des fois c'est beaucoup plus long, hein, il y en a, c'est ouf, ça dure 5 heures, c'est des fous. Mais voilà. Et donc il y a ça qui aura lieu le 15 décembre. Voilà, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, une thèse c'est public. Si on se connaît, il faut juste que vous n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou quoi. Et puis c'est avec plaisir que je vous inviterai. Voilà, vous pouvez venir voir la thèse. Après la thèse, il y a un pot, donc c'est cool. On va fêter ça. Mais voilà, tout ça pour dire que la thèse n'est pas finie pour l'instant. Le 15 décembre, ça sera la conclusion un peu de cette histoire, si tout se passe bien. Et puis en attendant, comme je le disais, en troisième année, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis inscrit à Kedge, et donc l'école de commerce. Et puis là, ça a commencé depuis maintenant début octobre, donc ça fait un petit peu plus d'un mois là que j'ai commencé.
Et donc, bon, en réalité, j'ai pas commencé les cours, puisque comme je disais, c'était en alternance et pour l'instant, je n'étais qu'en entreprise. Mais voilà, nouvelles aventures pour la suite. Donc, après 8 longues années d'études en biologie et plus particulièrement en microbiologie, et ben, petit virage, mais pas tant que ça, puisqu'au final, je reste un peu quand même dans le même domaine, hein. C'est-à-dire que là, l'entreprise dans laquelle je travaille, ça reste un laboratoire de biotechnologie. Et c'est juste que je fais une activité complètement différente, puisque actuellement, je fais du marketing dans cette équipe, du marketing et de la com. Donc, rien à voir avec faire des expériences et être, on va dire, plutôt ingénieur, technicien ou même chercheur. Voilà. Donc, les aventures continuent. J'arrive à la fin un peu de tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais pas si je ferai un épisode après la soutenance. Je pense pas parce que j'aurais pas grand-chose à dire, hein. J'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire pour la soutenance. J'ai mes petites idées pour rendre aussi la soutenance un peu atypique. Je verrai ce qui est faisable et pas faisable, hein, parce que c'est toujours pareil. Il faut quand même rester un minimum sérieux. C'est un travail. Mais voilà, je tenais à vous raconter les aventures un peu de ma thèse dans les grandes lignes. Ce que j'ai voulu faire, pourquoi j'ai voulu le faire, etc. Je profite de ce podcast d'ailleurs pour remercier à nouveau toutes les personnes qui m'ont aidé de manière générale tout au long de ma thèse et puis tous mes amis, enfin même les personnes qui m'ont soutenu hein, de près ou de loin. Voilà, les amis, la famille, aussi tous les gens qui mine de rien ont apporté quelque chose. Voilà, je fais des remerciements très succincts puisque évidemment tous les remerciements sont déjà dans le manuscrit et puis tout sera le jour de la soutenance évidemment. Pour ce qui est des podcasts, sachez que j'ai en préparation aussi pour la suite des podcasts un épisode sur l'engagement. Alors ça, c'est une longue histoire aussi, mais je suis un peu saoulé des gens là qui ne veulent plus s'engager dans rien. Je ne parle pas que de relations amoureuses, je parle de l'engagement au travail, du sentiment d'engagement, de la volonté de s'engager dans quelque chose, de persévérer et de voir quelque chose sur du plutôt long terme que du court terme. Donc voilà, je suis en train de préparer un épisode sur l'engagement. J'avoue que mon organisation, elle est un peu en dents de scie parce que ça dépend de quand j'ai du temps, etc. Mais j'espère qu'il sortira très prochainement. Voilà, donc je me dis, il sortira avant 2024. Voilà, c'est dit. On est en novembre, il reste 2 mois, il faut qu'il sorte avant 2024. J'espère que ça sera faisable, mais il n'y a pas de raison. Globalement, tout est déjà prêt, j'ai plus qu'à le tourner. Mais en fait, j'ai envie que ça soit une claque suffisamment forte pour, pour faire réaliser certaines choses aux gens de manière générale. Je dis pas que ma vision, elle est parfaite, mais juste, ça me saoule, quoi. Secouez-vous. Et puis, tout ce qui est d'un point de vue professionnel me concernant, je vous tiendrai au courant. Comme je vous ai dit, j'ai racheté une entreprise il n'y a pas longtemps. Là, ça y est, j'ai fini mes 1 an de présidence au sein d'une association. On a organisé quand même un bel événement qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, où on a eu quand même 350 participants, une centaine de professionnels, etc. Donc c'est un bel événement quand même sur Marseille. En tout cas, pour un événement organisé par une association étudiante, je pense que c'est un des plus gros dans ce domaine-là. Donc voilà, je pourrais vous raconter tout ça aussi dans un prochain podcast. Pareil, vous raconter mon expérience là en tant que maintenant gérant, enfin auto-entrepreneur plutôt, pardon. Et puis écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui n'ont pas été claires et des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça m'a fait extrêmement plaisir de reprendre le micro et la caméra pour enregistrer cet épisode. Ça m'a fait grave plaisir de parler en fait de mon expérience. Il y aura une trace de mon expérience en fait, même si j'oublie certains trucs, il y aura une trace de tout ça. Ça me fait plaisir de partager avec vous aussi ce concept fou que j'ai réalisé. Voilà, puisque j'en suis fier et je suis content d'en être fier. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas, vous le savez, à liker, commenter, à me soutenir, à partager autour de vous. Faites découvrir ça à tous les gens que vous connaissez. J'ai essayé de vulgariser au plus simple et de ne pas rentrer dans des détails scientifiques, de rester le plus général pour que ça soit clair pour tout le monde. Sur ces belles paroles, encore merci de m'avoir écouté. Bisous la team, on se retrouve très très bientôt pour, je l'espère, la suite de ces aventures
incroyable du roi crapaud. Rappelez-vous, mon but c'est de rentrer dans la légende et ça arrive doucement mais sûrement, vous inquiétez pas. Allez, la bise tout le monde, ciao, merci de m'avoir écouté.